des ancêtres de l'Afrique. Du panafricanisme. La première conférence a eu lieu à Londres, 1900. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission panafricaine. Nous parlerons du Mali et de la Centrafrique, mais disons d'entrée de jeu que du Sahel à la corne de l'Afrique, l'Afrique est devenue la base arrière de divers groupes djihadistes et le théâtre de nombreuses attaques terroristes ces dernières années, un phénomène qui s'est amplifié après les printemps arabes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Mourabitoum, Ansar Al-Qaria et d'autres groupuscules djihadistes sévissent régulièrement sur le continent, un territoire en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Le Mali, riche pays d'Afrique, est depuis 6 ans déjà sous l'emprise des troupes françaises à travers les opérations Serval, Barkhane et bien d'autres. Les populations n'en peuvent plus. Ils ne cessent de manifester. Ils dénoncent d'une part l'attachement des Français aux intérêts maliens plutôt qu'à la paix et à la sécurité, et d'autre part le laxisme de l'armée malienne. Malgré la relance de l'alliance au sommet de Pau, les populations continuent d'en avoir marre. Comment comprendre ces revendications? Nous en parlons ce soir sur Frika TV. Appel à un dialogue franc, ambassadeur de la paix sont entre autres les slogans qui se font entendre depuis le retour de l'ex-président centrafricain Michel Djodjota, qui n'a duré que 10 mois au pouvoir après le renversement de François Bozizé par les armes, qui lui-même depuis son retour le 16 décembre dans le pays n'a pas encore fait de déclaration publique. Sous la pression de la communauté internationale, le chef de l'UFRDR et les Séléka vivait en exil depuis 2014. Sa rencontre avec le président Faustin Archange Touadéra et Catherine Samba Panza, chef de l'état de transition, amène à s'interroger sur l'impact de ces différentes actions dans l'abolition de la crise centrafricaine. Madame, Messieurs, voilà planté le décor de ce débat. Nous allons nous tourner vers nos invités qui sont là ce soir. Bonsoir, Monsieur Djamel. Bonsoir Uni, bonsoir à tous les téléspectateurs de Frika TV et merci de m'avoir convié à cette très belle émission. Je suis très content d'être là et merci encore. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir Yombi Michael, vous êtes le jeune politologue. Bonsoir madame, je voudrais d'entrer par vous faire part de tout le plaisir et l'honneur que j'ai de partager le plateau avec des personnes comme M. Ndjamen que j'ai eu à rencontrer dans le cadre de certains forats. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir édifier les téléspectateurs sur ce sujet avec son appui et l'éclairage que la rédaction a bien voulu jeter comme base de notre analyse cet après-midi. Merci. Merci aussi. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau, mais avant de commencer, nous allons écouter ce reportage sur la question malienne. L'Afrique est depuis toujours le théâtre de nombreux groupes djihadistes et des tensions politiques, situations qui ont suscité de part et d'autre l'intervention des puissances occidentales, en l'occurrence la France. Dans le cas du Mali, le contexte de déclenchement depuis 2012 laisse entrevoir la rébellion au nord du Mali, la présence des Touaregs de la région de Kidal et des groupes extrémistes violents, à savoir Ansar Eddine d'abord, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Front de libération Massina qui font trembler Bamako, la présence des narcotrafiquants et les chaos sombres respectivement à Tombouctou et à Gao. Alors, quels sont les fondements de cette situation? De nombreuses actions ont été menées. L'on peut noter les foyers de la MINUSMA, les forces françaises Barkhane et Serval depuis 2013, la mobilisation au sein du G5 Sahel, mais les Maliens s'insurgent. Ils dénoncent la présence française sur leur territoire et déplorent le laxisme de l'armée malienne ainsi que le pillage de leurs richesses par les Français. Comment comprendre ces manifestations de la population malienne qui viennent en contraste à la volonté manifeste des chefs d'État du G5 Sahel lors du sommet de Pau, où ils ont sollicité la continuité de l'accompagnement de la France et bien plus des organisations internationales en termes de soutien financier? Quelle analyse découlerait alors de ce paradoxe? Sur la genèse de la situation au Mali. Vous avez la parole. Voilà, madame.
Je vous avais dit lors d'une précédente émission, je vous avais fait part, pour être plus précis, d'un article rédigé par le docteur Tsana qui est intitulé « La mobilisation de la biographie animale au service des interventions militaires françaises en Afrique ». Dans cet article, dans cet excellent article, il nous faisait comprendre le sens même de certains, le symbole et le sens de certaines nominations ou alors de certains noms que les interventions françaises ont en Afrique. Notamment dans le cadre de l'intervention de la mission française au Mali. Au début, elle était intitulée l'opération Serval. Et je vous avais dit ce jour, quand vous prenez le monde animal, le Serval est un animal qui urine pour marquer son territoire. Et cet animal vit, je vais dire quoi, pour la plupart des temps, dans les zones qui ont une certaine richesse en forêt. Et dans le monde de la forêt, ce sont des zones pratiquement avec beaucoup de végétaux. Ça veut dire que si vous ramenez cela dans le symbole de la mission française au Mali, vous verrez donc que la mission française est présente dans une zone malienne plus ou moins riche en ressources humaines. Et les populations maliennes se sont rendues compte aujourd'hui d'un fait simple, que le Serval qui est la France a uriné de plus en plus pour marquer son territoire avec cette opération. De plus en plus, elle prend des proportions. Et lors du dernier sommet de Pau, il a été décidé qu'on va augmenter les capacités militaires françaises au Sahel et principalement au Mali. Maintenant, pour revenir à votre question, la genèse de ce qui se passe actuellement au Mali, vous verrez que c'est un conflit qui a commencé comme au Nord Cameroun, c'est-à-dire le terrorisme n'a pas touché le Mali directement. C'est un enjeu qu'on a imposé au Mali au fil du temps. Et en imposant cela au Mali, le terrorisme au Mali, comme enjeu, c'était pour des stratégies. Et on se voit aujourd'hui, cela se dessine et se comprend qu'il y avait un intérêt particulier que le terrorisme devient un enjeu pour le Mali. Parce que quand vous étudiez le Mali, vous voyez la configuration géostratégique dans une perspective, permettez-moi d'être redondant, dans une perspective géostratégique, le Mali, une base militaire au Mali, vous permet de sillonner la plupart des pays du Sahel. Ça veut dire que les populations aujourd'hui ont compris les réalités. Et comme je vous l'avais souligné ce jour, pour mieux lutter contre le terrorisme, il faut impliquer de plus en plus les acteurs africains. Parce qu'en relation internationale, il n'y a pas de don sans contre-don. La présence militaire française dans ces zones-là n'est pas fortuite. Elle ne peut pas dépenser des centaines de millions d'euros pour être là s'il n'y a pas d'intérêt. Et les Maliens l'ont compris. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que la France est présente, mais pratiquement rien n'évolue. On peut donc comprendre le ras-le-bol des populations maliennes. D'accord, merci. Monsieur Ndiamé, nous sommes avec vous. Oui. Quelle est votre analyse de la situation au Mali actuelle? En fait, nous voulons comme ça comprendre, est-ce que le fait que la crise malienne persiste juste aujourd'hui, on peut voir en cela un échec des stratégies qui ont déjà été menées jusqu'ici? Ça, c'est d'une part. Et d'un autre côté, pardon, est-ce que la France peut véritablement aider à stabiliser le Mali? Ben, comme l'a dit tout à l'heure mon jeune copanéliste, je pense qu'il n'y a pas entre les États de l'amitié. Il y a très souvent que les intérêts. Je crois que les relations France-africaines depuis maintenant près de 70 ans, voire plus, sont rythmées par les intérêts des puissances, de la puissance française à l'égard de ses anciens pays colonisés. Le Mali, ça n'échappe à personne, est un pays qui est pétri de grosses ressources minières, le cobalt, le cuivre et beaucoup d'autres matières premières. Donc la France a intérêt, si ce n'est à susciter, mais en tout cas à entretenir le conflit. Puisque déjà d'une, la France est une puissance, on va dire, militaire qui détient des industries d'armement, comment voulez-vous que les puissances militaires qui pratiquent une industrie d'armement puissent vivre s'il n'y a pas de guerre, qu'ils suscitent eux-mêmes?
dans certaines ex-colonies. Ce qui est vrai pour la France d'ailleurs l'est aussi pour les États-Unis. Ils ne peuvent pas faire commerce de leur industrie d'armement s'il n'y a pas de guerre. De manière subconsciente ou pas, ces puissances-là ont besoin effectivement qu'il y ait ce genre de conflit en Afrique. Pour le cas du Mali, c'est vrai qu'il y a eu récemment à Pau un sommet entre M. Macron et quelques pairs, ses pairs africains. En fait, c'était pour contrecarrer l'initiative de ce qu'on appelle le groupuscule de l'Azawad, qui pratiquement met le Mali en deux États. Parce que vous savez que tout le nord du Mali est quasiment un sous-État ou un État dans l'État. Donc Macron essaye un peu de sauver la mise en essayant de convaincre ses pairs du G5 à vouloir faire retourner, on va dire, l'administration malienne dans cette zone-là, pour essayer de redonner un semblant d'État au Mali dans tous les territoires maliens. Malheureusement, c'est une situation un peu compliquée parce qu'en vérité, il y a beaucoup de groupuscules, on va dire, qui se battent sur le terrain pour garder certains intérêts, ces groupuscules font eux-mêmes allégeance aux puissances occidentales. Donc, en vérité, aujourd'hui, cette stratégie, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. On sait qu'il y a eu avant l'opération Serval qui s'est muée plutôt en opération Barkhane, qui est contrôlée uniquement par la France, qui met des moyens colossaux pour essayer de, comment dirais-je, de contrôler la situation. Donc aujourd'hui, la question fondamentale, et j'allais même dire prioritaire, c'est une question qui, j'imagine, transparaît tout au long des relations entre la France et l'Afrique francophone, c'est la souveraineté réelle de l'Afrique. L'Afrique n'est pas souveraine, parce qu'en vérité, depuis plus de 60 ans, ou près de 60 ans après les indépendances, on en est encore à dépendre, n'est-ce pas, militairement, d'autres pays, en particulier la France. Donc aujourd'hui, il faut simplement qu'on se pose la question de savoir quand est-ce que l'Afrique va émerger, pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan militaire et technologique. Tant qu'il n'y aura pas cette indépendance, n'est-ce pas? Oui, par exemple, aujourd'hui, la Corée du Nord et l'Iran et le Pakistan, qui sont des nations dotées d'une arme nucléaire. Bon, le cas de l'Iran est un peu particulier. En tout cas, pour les deux autres cas, la Corée du Nord et le Pakistan, c'est clair qu'ils possèdent l'arme nucléaire. Donc, il faut, pour avoir cette souveraineté politique mondiale, avoir des armes de dissuasion. Comprenez? Donc aujourd'hui, la France continue avec plus ou moins de légitimité à penser que l'Afrique francophone reste son précaré. Donc à partir de là, elles se sont plus ou moins obligées d'investir des milliards par jour pour essayer d'avoir la mainmise sur les ressources naturelles du Mali, à travers les profils de générosité, de solidarité, etc. Sous des motifs fallacieux, historiques, machin, c'est une histoire qui est ancienne entre l'Afrique francophone et la France, etc. Donc en vérité, ces stratégies ont un seul but, maintenir l'Afrique francophone entre les mains de la France. D'accord, merci. Dans vos propos tout à l'heure, vous ressortez le fait que l'Afrique n'est pas souveraine, dont le Mali est permanemment sous dépendance française. Pas que le Mali, il n'y a pas que le Mali, il y a même le cas du Mali. Oui, effectivement, le Mali, le Gabon, le Cameroun même d'ailleurs, qui sont sous influence française. Et n'oubliez pas une chose, les puissances étrangères ont intérêt à se répartir la zone d'influence dans le monde. Après la conférence de Berlin en 1884, aujourd'hui, il y a cet esprit qui s'est perpétué. C'est-à-dire que les États-Unis ne viendront pas marcher sur les plates-bornes de la France au Cameroun ou au Gabon, parce qu'ils savent très bien qu'ils se sont répartis les zones d'influence. À l'Amérique latine, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, à la France, l'Afrique francophone, et à l'Angleterre, d'autres petits pays. Donc voilà un peu le schéma. C'est maintenant aux Africains, n'est-ce pas, qui souffrent de tout ça, à qui revient le droit de se réveiller, de se mettre debout et de défendre ses propres intérêts. Nous sommes parfaitement d'accord, mais ma question est la suivante. Est-ce à dire, parce que jusqu'à vous entendre parler, il est clair que l'Afrique n'est pas souveraine, que le Mali est permanemment dépendant de la France, comme bien d'autres pays d'Afrique que vous venez de citer. Est-ce à dire alors que dans cette situation précise, le Mali ne peut pas s'en sortir sans l'aide de la France? C'est la question. Pour prétendre à cette objectivité, à cet objectif, il faut s'en donner les moyens. Quels sont aujourd'hui les moyens dont dispose le Mali pour pouvoir s'émanciper militairement, économiquement de la France? Moi, je n'en trouve pas. À partir du moment où, dans certains pays africains francophones, certains fonctionnaires sont payés par des subventions venant de la France, il y a matière à s'interroger.
De là à imaginer un instant que demain, on aura l'indépendance militaire, on se trompe. Rappelez-vous quand M. Hollande était au pouvoir, il a fait un voyage à Bamako. Il a été accueilli quasiment comme un demi-dieu. Vous voyez? On disait Hollande le sauveur de la France. Vous imaginez? L'homme noir, pratiquement 60 ans après, qui accueille un Français, un président français, comme un dieu sauveur, comme un sauveur. Mais c'est très grave. Donc ils sont dans une telle impuissance eux-mêmes qu'ils ne peuvent se vouer, n'est-ce pas, qu'au sauvetage de la France. Sans dit long sur la mentalité africaine et sans dit long sur la mentalité malienne. Il est temps que l'Afrique s'émancipe de ces anciennes puissances colonisatrices. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Parce que la vérité, c'est quoi? Quand vous regardez la géopolitique mondiale, les 5 continents, l'Afrique, les Amériques, l'Asie, l'Océanie, etc. L'Afrique est quasiment le seul continent à être encore sous le joug des puissances impérialistes. Et ça n'est pas acceptable. D'autres continents comme l'Asie par exemple, il y a simplement 40-45 ans, étaient encore sous les capacités par exemple d'un pays comme le Cameroun. Ils ont pris conscience de leur retard, ils ont compris que leur bonheur ne viendra pas forcément de l'extérieur, leur bonheur viendra par le travail de ses filles et de ses fils de l'intérieur. Ils n'ont pas attaché leur destin à une espèce de fraternité ou une espèce de générosité extérieure. C'est de cette mentalité d'assister, d'aliénation qu'il s'agit. L'Afrique doit briser le rythme d'un peuple aliéné. L'aliénation n'est pas seulement économique ou industrielle, elle est d'abord mentale. Quand nous pensons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, alors de là part le déclin de tout un continent. Tout à fait. Donc, à mon avis, il y a une question subsidiaire, une question fondamentale. La question fondamentale, c'est la prise de conscience de l'Africain et de l'homme noir en général. De comprendre que vous ne pouvez pas vous développer avec l'aide des autres permanemment. On peut vous relever quand vous tombez. Mais votre destin, c'est à vous à le construire et à personne d'autre. Donc en conséquence, il faut cette sortie de cet esclavage mental, emancipate yourself from the mental slavery, chantait Bob Marley. Tant qu'on n'a pas résolu ce paradigme-là, l'Afrique sombrera toujours dans les ténèbres les plus profondes. D'accord, merci. L'Afrique a donc besoin d'une prise de conscience et d'un développement autocentré. Monsieur Yumbi, lors du sommet de Pau, nous avons écouté le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a lancé d'un commun accord avec ses homologues un appel à la continuité du soutien de l'armée française dans les pays du G5 Sahel, parmi lesquels le Mali. Et en vertu de cela, la ministre française de la Défense a annoncé le déploiement de nouvelles opérations militaires au Mali. Mais d'un autre côté, on a la population qui s'insurge et réclame sans cesse le départ de ces Français sur leur territoire. Comment comprendre ce paradoxe? Le paradoxe est simple. Il traduit cette difficulté que les élites ou alors la classe politique africaine en général a avec la légitimité. Parce que dans les pays européens, ce que les dirigeants font, c'est pour défendre l'intérêt des populations. Ne l'oubliez jamais. Quand Nicolas Sarkozy vient en Afrique et crée tout le chaos en Libye, c'était dans l'intérêt des populations ou alors des grandes multinationales françaises qui exercent dans le monde du pétrole et consorts et des ressources minières. Alors, comment comprendre qu'en Afrique, les dirigeants ont un ton et la population un autre? Cela pose la question de savoir est-ce que les dirigeants tiennent réellement leur pouvoir de cette population? Parce que c'est là la véritable question et la véritable problématique de cela. Dans le jeu des relations internationales, c'était, je vais dire, au début du XXe siècle, on ne prenait pas en compte l'opinion de la population dans l'exercice international ou dans l'action internationale d'un État. Mais avec les nouvelles théories, notamment la théorie libéraliste et les néo-réalistes même, on observe que de plus en plus,
les dirigeants qui sont légitimes prennent l'aval des populations quand ils veulent mener une action qui aura des répercussions sur leur population ou alors s'inscrit dans un jeu international. Vous avez eu le cas des États-Unis avec la guerre du Vietnam, où à un niveau, on était obligé d'impliquer, de désormais tenir compte de l'avis de la population américaine. Donc, la difficulté chez nous est donc, est-ce que nos chefs d'État se disent tenir leur pouvoir de la population ou alors de la mère qui est entre parenthèses la France? Moi, je pense que c'est à résoudre. Si on répond à cette question, on pourra donc trouver le paradoxe qui explique que la population a un avis de son côté et que les dirigeants... Maintenant, les dirigeants pourront vous dire qu'ils sont à même de comprendre plus que la population les enjeux ou alors les efforts que demande la lutte contre les groupes terroristes. Mais on peut aussi rappeler aux dirigeants, comme l'a fait M. N'Djamène, qu'il est temps pour nous de trouver une véritable souveraineté. J'aime à le dire, parce que le paradoxe dans la croissance ou alors dans la construction des sociétés africaines est que les sociétés qui se sont développées ont eu 3 phases ou 3 générations. Il y a une première génération qui s'est sacrifiée, une deuxième qui a travaillé et la troisième aujourd'hui qui se réjouit des efforts des 2 premiers. Sauf qu'en Afrique, on a inversé la tendance. On a une première génération qui a commencé à se réjouir dès les indépendances sans tenir compte qu'il y avait un véritable travail de fond, un travail à la fois mental, comme l'a souligné M. N'Djamène, et c'est où intervient cette pensée du professeur Maurice Kamto. Puisqu'une urgence d'aide, on a besoin pour ce continent sinistré d'une urgence de la pensée. À nous donc de comprendre qu'il est temps d'être autonome. Parce que, revenons même dans le terrorisme a des enjeux. Et il y a une économie des conflits. Quand le conflit naît quelque part, ça profite à certains acteurs. Si vous ignorez cette question, vous n'allez pas comprendre tout ce qui se trame derrière le terrorisme. On a constaté en 2015 une cargaison d'armes stoppée dans la partie septentrionale du Cameroun et on accusait la France d'être derrière cette livraison. Alors posez-vous donc la question, comment celle qui est soupçonnée, cet État, je vais dire, comment cette nation qui est soupçonnée de fournir des armes à un groupe terroriste prétend après venir vous aider à combattre ce groupe? Parce que le terrorisme aussi a un enjeu de freiner l'avancée de certains pays. Parce que les moyens que vous pouvez développer ou bien allouer pour vous développer dans certains domaines, vous les renvoyez encore pour la lutte contre les conflits ou alors contre ces groupes terroristes. Ça fait que plus ou moins vous êtes freiné dans une perspective. Ça veut dire que le terrorisme peut même être ou alors est un enjeu imposé que les Occidentaux peuvent imposer aux États africains pour ralentir certaines perspectives. De là, donc, s'ils envoient leurs forces de défense sur place, ils peuvent continuer à travers elles à implémenter leur stratégie de maintien sur le joug colonial et la dépendance continue. Donc, pour moi, les chefs d'État africains doivent réquestionner leur légitimité. Est-ce qu'elle se tire du peuple ou alors est-ce qu'on la doit à l'ancienne mère patrie qui est la France? C'est la question qui, pour ma part, nécessite une réponse et une analyse profonde pour permettre de comprendre ce véritable paradoxe qu'on observe au Mali entre la population d'un côté et les élites. Sauf aussi, il y a un aspect qu'il faut relever. Ça peut être, dans une perspective du rapport de force même, une sous-traitance du discours de l'État français. Ne l'oubliez pas. En 2014, quand on voulait faire comprendre à la France qu'on sait que c'est vous qui armez derrière Boko Haram, qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Ils ont utilisé la technique qu'on appelle en communication politique, la technique de la sous-traitance du discours du fusible. Ça veut dire quoi? On mobilise la population pour vous faire passer le message.
Parce que les chefs d'État de cette zone-là, notamment du Sahel, quand vous voyez Roch-Marc Christian Kaboré, Idriss Déby, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, ces présidents, souvent, pour leur intérêt, ne peuvent pas aller frontalement avec la France. Donc, pour moi, on peut aussi voir ça sous cet angle-là, que ça peut être une forme de sous-traitance du discours. Parce que dans la perspective du rapport de force, on ne voit pas beaucoup un président malien aller dire à la France que nous ne voulons plus de vous sur nos terres, ou alors votre intervention doit s'arrêter à ce niveau. Voilà, donc moi je pense que c'est aussi une grille d'analyse. C'est amener les enquêtes sur le terrain qu'on peut facilement vous répondre. Ayant étudié les sciences politiques, je préfère vous jeter les bases d'analyse ou alors les perspectives qui peuvent vous éclaircir. Merci. Monsieur Njamé, nous allons nous tourner vers vous pour essayer de comprendre davantage ce paradoxe. Est-ce parce que les présidents africains veulent briguer un mandat supplémentaire que leur volonté semble être opposée à celle du peuple? Parce que nous avons vu par exemple au Burkina Faso cette semaine encore que le chef d'État mettait l'accent sur cette loi qui veut que les volontaires soient impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Et d'un autre côté, nous savons également que les présidents sont élus en vertu de la Constitution. Comment comprendre alors que leur volonté dans cette situation soit opposée à celle de la population, étant donné que ceux-ci doivent honorer la souveraineté du peuple une fois qu'ils sont élus? Bien, je crois que dans cette approche, il faut éviter certains amalgames, même si le fond peut sembler être le même. Quand vous prenez par exemple le cas du Niger et du Burkina Faso, où le président Issoufou a décidé de ne pas, comme ses autres homologues, de modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, on ne peut pas le comparer au cas, par exemple, d'Idriss Déby, qui fait aussi partie du G5 et qui, depuis combien d'années qu'il est là? Depuis 86 qu'il est la Roussette. Donc, qui tend à prendre un petit peu la direction de ces dinosaures d'Afrique centrale qui ont juré de mourir au pouvoir. Donc, M. Issoufou ne briguera pas, par exemple, un troisième mandat, parce qu'il a décidé de respecter la Constitution du pays. M. Roch-Marc Christian Kaboré semble être sur la même lignée. En tout cas, il affiche des stigmates des démocrates et qui n'a pas l'intention de de ressembler à ces pères africains qui ont l'intention justement de s'éterniser au pouvoir. Hormis ce cas-là, je crois que les populations africaines, bien sûr, ont parfaitement le droit de s'exprimer parce qu'en vérité, le pouvoir appartient au peuple, mais qui délègue, n'est-ce pas, ce pouvoir aux représentants de la nation, entre autres les députés qui sont justement les représentants de la nation, du peuple, pardon, et le président de la République. Maintenant, le fait de revendiquer, par exemple, le départ de la France, ok, on le comprend, mais si la France se maintient, que feraient ces populations? Parce que la France existe sur ces territoires par des bases militaires. Vous prenez le cas, on l'a évoqué tout à l'heure, l'opération Barkhane. Ils sont installés au Mali, une base militaire. Vous prenez la Centrafrique, il y a un camp militaire, une base militaire à Bouar. Au Gabon, c'est pareil, les Français sont installés militaires, même en Côte d'Ivoire. Les populations ont beau tempêter, manifester leur courroux, leur désapprobation, n'empêche que, sur le plan militaire, les populations sont à main nue, pendant que la France peut s'imposer militairement. Maintenant, il y a l'état d'esprit des dirigeants qui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'ils ont acquiescé l'idée qu'ils sont des vassalités de la France. Parce qu'ils continuent à refléter, à reproduire les mêmes schémas qu'on le connaissait il y a peut-être 50 ans. Macron peut les convoquer à Pau, à Lyon, à Paris, et courent comme de petits toutous. Le Père les a convoqués, et s'empresse de venir écouter la parole de Dieu le Père. Donc c'est cette mentalité-là qu'il faut dénoncer,
qu'il faut détruire pour reconstruire le discours africain et pour justement reconstruire la pensée africaine. Parce qu'aujourd'hui, le véritable défi, encore une fois, permettez-moi d'y revenir parce que moi je fais beaucoup allusion à M. Kwame Nkrumah, qui a écrit un excellent bouquin, L'Afrique doit s'unir. C'est une nécessité vitale. Parce que si chacun court d'après ses petits intérêts, alors que nous sommes dans un monde qui va plutôt vers les grands ensembles, vous voyez un peu l'Union européenne, vous voyez un peu l'ALENA en Amérique du Nord, vous voyez un peu le mastodonte indien, chinois, et que pèse l'Afrique si nous sommes émiettés? Ça n'a tout simplement pas de sens. Et pire encore, quand chaque pays africain veut coopérer, ce n'est pas interdit, mais veut jouer ses petits intérêts avec les puissances comme la France. Donc aujourd'hui, nous avions à l'époque créé l'Organisation de l'Union africaine, dont l'OUA, qui a été remplacée par l'Union africaine, qui avait donc une vocation, c'était d'unir les nations africaines afin de peser de tout leur poids face à ces mastodontes que sont la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, voire même la Chine et le Pakistan, l'Inde, je peux ajouter également. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il se passe que, effectivement, c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Donc, qui donne, ordonne. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Je ne peux pas vous financer sans avoir des arrière-pensées. L'Europe, et en particulier la France, peut-être pas l'Allemagne ou l'Angleterre, mais en particulier la France, a intérêt à ce qu'il y ait des conflits permanents en Afrique. S'il n'y a pas de conflit, ils ne pourront pas écouler leurs armes. C'est une industrie chez eux. Ils ne pourront pas piller les richesses aussi. Mais bien sûr. Et justement, pendant que vous vous battez, mais ils s'occupent bien évidemment à piller vos richesses naturelles. Hein? J'arrive chez vous, j'ai intérêt à ce que la famille soit disloquée pour que je puisse me servir dans le frigo et créer la zizanie. Donc en vérité, c'est à nous d'offrir ce contrepoids, de dire que, en vérité, au final, quel est l'intérêt de l'Afrique? Et donc, quand on aura résolu ce paramètre, ce paradigme, cette équation-là, je pense qu'il y aura un début de commencement de réponse ou de solution aux problèmes africains. Parce qu'en vérité, il y a en vérité un grand défi. La France, les États-Unis, la Chine ne viennent pas tout seuls. Ils viennent parce que nous leur dressons des tapis rouges. Parce que ces dirigeants, vous l'avez dit, veulent s'éterniser au pouvoir. Ils veulent en contrepartie de leur maintien au pouvoir l'aide de ces pays impérialistes qui cherchent avant tout leurs propres intérêts. Imaginez par exemple les États-Unis qui n'arrêtent pas de pérorer sur la violation des droits de l'homme, sur les exécutions extrajudiciaires en Afrique, au Cameroun en particulier. Pensez-vous que ce monsieur Biya leur offre l'exploration du mine d'or à Bomban pour 400 millions de dollars pendant 40-50 ans? Ils ne vont pas cracher dessus. Ils vont d'abord voir leurs intérêts. Bien sûr. Et ils vont fermer l'œil sur ces violations des droits de l'homme qu'ils invoquent ou qu'ils évoquent en permanence. Mais tout le monde le ferait. Tout le monde. Pas tout le monde. Alors justement, il y a une hypocrisie monumentale en matière de relations internationales qui font que on essaie de prôner, de montrer une façade droit de l'hommisme. Et je peux vous dire que moi je suis un grand partisan des droits de l'homme. Mais je dénonce cette fourberie des puissances occidentales qui font que on est en train de rouler les Africains dans la farine, avec bien sûr la complicité de leurs dirigeants, en leur faisant croire que non, ils sont assez, comment dirais-je, allergiques, ou en tout cas regardants sur le respect des droits de l'homme, alors qu'en vérité, ils ne cherchent que leurs intérêts. Donc, la pierre angulaire, c'est d'abord nous-mêmes les Africains. C'est la raison pour laquelle, et je termine par là, pour dire que le peuple africain, dans la plupart des cas, n'a pas choisi ses dirigeants. Ce sont des gens qui ont été placés là, par ces puissances-là, pour servir leurs intérêts et pas ceux du peuple. C'est pour ça qu'il y a un lien fatal entre les élections justes, libres, j'insiste sur le mot libre, et transparentes, et le revers de l'Afrique. Parce que quand je n'ai pas choisi mon dirigeant, ben ça fait que je n'aurai pas d'influence sur lui. Il fera ce qu'il voudra, il ne faudra pas ce que voudra le peuple. Et donc le problème est là. Il y a un lien donc, entre ces élections qui exprimera le choix véritable des populations, des peuples, des électeurs, et
l'évolution éventuelle de l'Afrique. Merci, M. Gamay. Nous allons clôturer le premier axe de cette émission avant d'entamer avec la question de la crise centrafricaine. Écoutons avant tout ce reportage sur le cas de la Centrafrique. De coup d'État en coup d'État, de crise économique en crise humanitaire, l'instabilité chronique de la République centrafricaine a conduit à l'émergence d'une multitude de groupes rebelles armés et désordonnés après le renversement du régime de François Bozizé en 2013 et l'émergence des conflits ethniques et interreligieux entre les groupes Seleka Balaka et leurs ramifications. Michel Djodjota accède au pouvoir pour 10 mois avant de se réfugier en exil jusqu'en 2014, destitué à son tour par la communauté internationale. Kateri Samba Panza assurera l'intérim jusqu'à l'accession du président Faustin Archange Touadéra au pouvoir en mars 2016. A-t-on vu un apaisement de la situation après cette nouvelle mandature? Une approche globale de gestion de la crise centrafricaine est alors mise sur pied. Elle est massivement supportée par les bailleurs internationaux, à savoir l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, la Banque mondiale, la France avec l'opération Sangari, la MINUSCA et bien d'autres. Elle est également appuyée par les pays africains voisins, au rang desquels le Cameroun, les réunions de réconciliation nationale et les programmes désarmement, démobilisation, réinsertion se succèdent, mais sans une véritable concrétisation. Tout semble sans issue. La crise continue de s'enlacer. Les ramifications ex-Seleka à l'est et anti-Balaka à l'ouest et au sud continuent de s'affronter, surtout dans les zones minières riches en or et en diamants. Environ 600 000 Centrafricains déplacés et 500 000 réfugiés. Après les réflexions menées de part et d'autre, notamment au sommet de Choti et bien d'autres, et les multiples déplacements au Tchad et par ailleurs, Michel Djodjota est de retour en Centrafrique, de même que François Bozizé. Sa rencontre aux côtés du président Touadéra visant la paix et la réconciliation suscite notre curiosité. Quels seraient les enjeux de ce retour? Un apaisement ou un nouvel engorgement dans la crise? Monsieur Yumbi, nous allons commencer avec vous. François Bozizé soulignait tantôt que le fait que les décisions prises en Centrafrique soient taxées de l'emprise des pressions extérieures envenimerait davantage la crise en Centrafrique. Alors, quelles sont selon vous les origines de cette crise? Bon, pour parler des origines de la crise centrafricaine, il faut déjà souligner que l'État centrafricain en Afrique centrale est marqué par une instabilité constante. Parce que l'histoire de ce pays nous montre que nous sommes partis, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, malheureusement, de coup d'État en coup d'État. Rarement dans l'histoire de la politique centrafricaine, on a vu un dirigeant arriver au pouvoir étant porté par le peuple, ce qui ramène un peu à nous situer dans l'origine des conflits centrafricains. Vous avez demandé la genèse de ce conflit. Alors pour moi, je dirais que le conflit centrafricain trouve son fondement dans dans la guerre des puissances occidentales pour le contrôle des ressources centrafricaines. Parce que à chaque fois qu'un dirigeant centrafricain est arrivé au pouvoir et qui n'a plus après voulu servir les intérêts de la puissance impérialiste l'ayant placé là, nous sommes revenus à de nouvelles crises. Commençons par Bozizé. Bozizé arrive au pouvoir en 2005, soutenu par la France et d'un côté par le Tchad. Le Tchad étant en Afrique centrale, l'un des pays aussi où la France a une main mise. C'est ce qui conduit le président Bozizé au pouvoir en 2005. Et on observera que Bozizé va commencer une sorte d'émancipation et qui sera stoppée net en 2013 avec l'avènement de Michel Djotodia, où entre en perspective ou alors en relief l'intervention française au Mali qui sera baptisée l'intervention Sangari. Alors qu'est-ce que le Sangari? Chez les Centrafricains, le Sangari c'est un papillon. Un papillon qui, quand il se pose sur une feuille, met quelques minutes pour partir. Lorsqu'on avait demandé à l'Assemblée nationale française la signification de ce symbole, le ministre des Relations extérieures avait dit le Sangari en langue centrafricaine, je pense c'est
le sango, une langue de chez eux, c'est fait référence à un papillon qui se pose pour partir rapidement. Ils avaient donc expliqué que la mission française en Centrafrique sera très rapide parce qu'elle vient juste rétablir la paix et s'en aller comme un papillon, comme le papillon Sangari qui se pose là pour aller immédiatement. Sauf que la particularité du Sangari, c'est que c'est un papillon rouge qui, quand il se pose, laisse beaucoup de sang. Et après l'arrivée de la mission française en Centrafrique, on observe que le sang continue à couler jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, la perspective du conflit centrafricain nous situe dans une technique politique simple, diviser pour mieux régner. Quand on se situe dans un territoire et qu'on trouve qu'on ne peut pas contrôler l'essentiel des ressources qui s'y trouvent, ou alors que le dirigeant devient un peu une sorte de rebelle, comme Gbagbo, alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-on instrumentaliser tel pour s'aimer un conflit, et alors, dans ce conflit, on tire les ressources? Voilà un peu autant d'alternatives qui se posent. Et la Centrafrique, malheureusement, a été un pays dont l'histoire politique nous enseigne que ce pays connaît une forte instabilité. Il n'a jamais pratiquement été stable, partant de Bokassa, l'empereur Bokassa, qui a, avec une main de fer, essayé de diriger la Centrafrique. Mais après lui, la Centrafrique n'a réellement pas connu de souveraineté, étant un pays très riche en ressources, notamment avec l'or. On observe qu'il est sujet de beaucoup d'intérêts et d'enjeux internationaux, malheureusement. D'accord, merci. Monsieur Ndiamé, Michel Diododia Amdroko se proclame homme de paix depuis son retour en Centrafrique. Que pensez-vous de cela? Il peut arriver souvent que certains retours avancent masqués. Donc, on connaît leur profil et leur CV. La Centrafrique est un pays, comme l'a rappelé tout à l'heure mon cher ami, mon copanéliste, qui a vécu beaucoup de phases de malédiction, partant de coup d'État en coup d'État, depuis David Dacko en 1959 jusqu'à aujourd'hui, Touadéra, passant par Bokassa, Kolingba, Bozizé, et j'en passe les meilleurs. Donc c'est un pays qui est bourré d'une ressource très précieuse, le diamant. Donc c'est un pays qui ne sera jamais laissé en paix, qui suscite de l'appétit. Hier des Français, ensuite des Américains, aujourd'hui des Russes. Vous savez aujourd'hui que la garde nationale sud-centrafricaine est dirigée par les Russes, qui forment effectivement la garde nationale centrafricaine. Vous avez des grosses sociétés aujourd'hui russes qui interviennent, qui sont présentes en Afrique, en République centrafricaine. Et donc, il y a une espèce de démarcation rampante de la Centrafrique vers une autre puissance qui est la Russie. Les acteurs d'hier, M. Diotodia, M. Bozizé, qui font un petit peu, n'est-ce pas, ce retour, ou qui engagent le chant du mécréant, ne trompent personne. Ces has-been, ces hommes d'hier, ces hommes du passé, veulent quoi au juste? Ils veulent encore venir, avec le soutien des puissances qui y ont intérêt, venir brouiller les cartes par un semblant de commission vérité et réconciliation à la sud-africaine qui fera croire que la République centrafricaine est sur de bons rails pour arriver enfin à établir la paix. Condition essentielle pour qu'il y ait, comment dirais-je, un décollage économique et le respect des institutions politiques. Mais c'est un faux semblant. Parce que, comme je l'ai dit dans le premier sujet, tant que l'Afrique n'a pas acquis cette indépendance militaire, économique et technologique, elle sera toujours la proie des puissances impérialistes. Quitter le colon blanc français pour le colon blanc russe ne change rien dans le fond. Ça ne peut pas nous empêcher d'être des prostituées. Chacun vient vers nous selon ses intérêts. Et nous nous offrons au mieux offrant, justement. Et c'est là tout le problème.
On a envie aujourd'hui d'une Afrique qui va se mettre réellement et définitivement sur les rails du développement scientifique et donc plus tard économique. Où est passée la recherche? Toutes les nations industrielles sont passées par la recherche. Tant qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'industrialisation. Et tant qu'il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de richesse. Et tant qu'il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'influence internationale. Voilà donc le mécanisme idéal pour pouvoir discuter à égal ou à égalité avec ces puissances-là. Or, nous sommes dans une zone de confort qui nous maintient dans une espèce d'assistanat permanent. Et c'est là effectivement tout le problème. L'Afrique doit se démarquer de cette emprise fatale qu'ont les puissances occidentales, plus la Russie et la Chine, sur elle. L'appétit, tout le monde le voit aujourd'hui, vient du fait que justement l'Afrique, et en particulier l'Afrique centrale, est bourrée de matières premières. Que nous ne pouvons pas transformer parce que n'ayant pas les outils nécessaires pour les transformer justement et de créer les emplois chez nous. On a besoin d'armes, n'est-ce pas? Voilà la Séléka qui revient, voilà les anti-Balaka qui reviennent. Vous croyez qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait la paix en Centrafrique? Non. Les Africains sont donc les dindons de la farce. Il faut que ce jeu de massacre s'arrête. Et il ne peut s'arrêter que par justement la prise de conscience des Africains eux-mêmes. Vous croyez que Kwame Nkrumah a semé pourquoi? Quand il parlait d'éveil à la conscience politique. C'est bien parce qu'il sait que c'est la pierre angulaire de tout développement, à la fois économique, technologique et militaire. Vous ne pouvez pas prétendre, comment dirais-je, mettre fin à la guerre si les factions rivales sont promptes à s'acheter des armes ou même à se faire envoyer des armes par des puissances qui ont intérêt à ce qu'il y ait des conflits intérieurs. Qui finance les anti-Balaka? Qui finance la Séléka? Ce n'est quand même pas des pays africains. C'est des pays vendeurs d'armes. Et c'est leur intérêt. La Centrafrique est bourrée de richesses comme le Congo, comme le Cameroun, comme le Gabon, etc., etc. Donc, moi je dis et je redis ici que ce bal des vampires n'a que trop duré. Monsieur Djotodia n'est pas un homme de paix. Monsieur Bozizé, c'est un orfèvre en coup d'État. Hein? Mais il devait même craindre d'être arrêté vu qu'il est encore sous sa... Il est même accueilli, il est reçu au palais. Reçu au palais, n'est-ce pas? Vous comprenez donc qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous les Africains. Ce n'est pas forcément à cause des Européens qui ont de bonne guerre intérêt à ne pas nous faciliter la tâche. Nous devons donc travailler notre propre stratégie et de comprendre que notre intérêt, ce n'est pas leurs intérêts. Leurs intérêts, ce n'est pas que nous sortions du sous-développement, c'est que nous y restions. Maintenant, il y a une césure, malheureusement, entre les peuples et ces dirigeants africains. Les dirigeants africains n'ont pas l'intention de travailler pour l'intérêt général. Ils ont l'intention de s'éterniser au pouvoir. Prenez le cas, par exemple, très simple de l'Afrique centrale. Monsieur Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, encore plus ancien que Paul Biya. Président Paul Biya du Cameroun, au pouvoir depuis presque 40 ans. Monsieur Obiang-Guema, au pouvoir depuis 42 ans. Monsieur Idriss Déby, au pouvoir depuis au moins 32 ans. Monsieur, comment dirais-je, Touadéra Centrafrique, qui en vérité il ne gouverne que Bangui. Sur le reste, vraiment, il ne maîtrise rien du tout. Comprenez? Donc tout ça fait en sorte que l'Afrique ne peut pas se relever dans cette espèce de tintamarre où il y a des dindons d'une part et d'autre part des vautours qui en permanence veulent grappiller, saigner et assécher les ressources naturelles. Parce que quoi? Parce que justement, on n'a pas appris à comprendre que pour être libre, il faut travailler. Il faut se lancer dans la recherche. Aujourd'hui, la Corée du Sud invente. Et même le voisin Corée du Nord, même s'ils ont un régime communiste pur et dur. La Chine, malgré le maintien d'un régime communiste sur le plan politique en béton armé, ils ont libéré le champ économique. Qui fait que ces leviers qui sont donc
comment dirais-je, déclencher sur le plan économique, créer de la richesse au niveau du pays. Et maintenant, ils ont une industrie d'armement. Ils veulent, comme leurs confrères européens aussi, envahir l'Afrique. D'ailleurs, ils le font déjà très très bien d'ailleurs, sauf qu'ils s'impliquent très peu sur le plan politique. Mais le résultat est le même. L'Afrique est une prostituée. On ne songe pas à nous développer par nous-mêmes. Nous voulons manger du poisson, jamais apprendre à pêcher. Et c'est ça notre problème. C'est-à-dire que nous sommes là, ah oui, on veut du lait Nido, du lait Gigos, on veut un bon vélo, on veut une voiture Toyota. On ne pense jamais à créer dans nos universités des pôles d'excellence pour susciter des bourses, susciter la recherche qui va aboutir un jour à la créativité africaine qui a fait que nous pourrions à la suite développer notre propre industrie. On dit non mais écoutez, il y a des Toyota, il y a des Mercedes, il y a des Chrysler, machin truc, on va consommer. Donc c'est devenu un vaste territoire de consommateurs qui ne produit rien, qui en fait produit, qui consomme ce qu'elle ne produit pas. Et malheureusement, ben oui, effectivement, prenez par exemple la culture occidentale, la culture coloniale comme le café et le cacao. Les Africains, sans démentir un grand secret, ne consomment pas beaucoup de café, qui est plus consommé en Europe ou aux États-Unis qu'en Afrique. Le cacao, c'est une culture essentiellement, comment dirais-je, coloniale, dont le prix d'ailleurs est fixé par les puissances qui achètent notre cacao. C'est pas par nous. Quand même, c'est curieux que les producteurs ne fixent pas leur prix. C'est quand même une grande curiosité. Donc en vérité, il s'agit de rattraper, donner du caractère à l'Afrique et aux Africains par ricochet. Parce que tant qu'on n'a pas compris que nous devons être maîtres de notre propre destin, nous n'aurons rien compris. Et nous demeurerons les derniers de la classe. Et les gens vont se ruer vers l'Afrique, non pas pour la développer, mais pour s'engouffrer et s'empiffrer au détriment des valeurs africaines, au détriment de l'intérêt de l'Afrique. Voilà, tout ça. D'accord, merci. Monsieur Youmbi, on se souvient qu'en 2017, Michel Djotodia, alors qu'il était au Bénin, déclarait que la solution de la Centrafrique, ce n'est pas Samba Panza, ce n'est ni non plus Touadéra, mais plutôt le dialogue. Et que d'un autre côté, on a Bozizé, en 2017, toujours exilé en Ouganda, qui soutenait que mon pays va mal, le sang a trop coulé, il est temps de se remettre ensemble pour fixer les bases de la paix. Tout prête à croire que ces deux hommes semblent être de bons alliés pour la paix en Centrafrique. Alors, est-ce qu'au fond, il ne se cache pas plutôt une volonté de reprise du pouvoir quand on sait que Bozizé est arrivé au moins un an avant pour avoir le temps de pouvoir postuler aux élections présidentielles qui vont se tenir en 2020 et que d'un autre côté, on a Michel Djotodia qui est toujours en relation avec Nouradim Adam, le chef des rebelles ex-Seleka. Que pensez-vous? Sur ce, il faut se demander, est-ce que les hommes politiques changent? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est une nouvelle approche pour revenir en Centrafrique et ne pas se faire arrêter le temps d'implémenter les nouvelles stratégies ou alors la nouvelle perspective de conquête du pouvoir telle que définie par le maître qui instrumentalise ces acteurs politiques? Parce que pour faire un coup d'État, on ne se lève pas un matin. Si vous n'avez pas le soutien de ces pays occidentaux qui maîtrisent le renseignement, en l'occurrence la France, je vous dis, madame, que vous n'allez pas réussir votre coup d'État. Maintenant, le retour de Michel Djotodia et François Bozizé, est-ce un signe de paix? Peut-on trouver en cela une véritable volonté de ramener la paix en Centrafrique? La question se pose. Mais étant des acteurs politiques, je ne pourrais vous dire a priori oui. La solution ou alors la lecture de ce retour se fera avec le temps. Il serait précipité maintenant pour toute analyse sérieuse de vous dire, est-ce une garantie de la paix pour l'État centrafricain? Est-ce que ce dialogue tant souhaité par ces acteurs qui reviennent en Centrafrique maintenant est un dialogue sincère ou alors il s'agit tout simplement d'une stratégie pour revenir en Centrafrique et tenter la conquête du pouvoir et relancer la Centrafrique en cas d'échec dans un nouveau conflit qui va s'éterniser et s'enliser de plus en plus.
Voilà autant de questions qui se posent. Parce que l'État centrafricain tel qu'il est aujourd'hui présente plus ou moins beaucoup d'intérêt pour les acteurs internationaux ou alors les puissances occidentales. Parce que mieux le pays est instable, mieux ont-ils les richesses. De l'autre côté, l'exploitation du diamant. Demandez-vous, ceux qui exploitent le diamant de manière illicite, à qui revendent-ils ce diamant? N'est-ce pas à ces mêmes acteurs occidentaux qui prétendent venir aider la Centrafrique à sortir de ce gouffre ou alors de ce conflit qui a déjà causé beaucoup de pertes de vie humaine? À qui vendent-ils les ressources qu'ils exploitent? Voilà une autre question que je me pose. De manière simple, vous allez comprendre que ce sont les États occidentaux qui rachètent ces ressources et par le gain de ces ressources, trouvent de là comment ou alors le dû de ces groupes-là pour réacheter au sein de leur pays les armements. Parce qu'au niveau de la politique occidentale, il faut comprendre que les chefs d'État sont sous la pression du lobbying des sociétés de fabrication d'armes au niveau occidental. Parce que ce sont ces sociétés qui, pour la plupart du temps, imposent même l'option militaire dans certains conflits aux dirigeants. Il y a un véritable lobbying de ces sociétés au niveau occidental. Souvent même les conseillers spéciaux, les conseillers en stratégie militaire des présidents en Occident sont pour la plupart des personnes acquises au lobby de vente d'armes. Donc, cela signifie que la perspective d'une solution par le retour de Michel Djotodia et de François Bozizé est questionnable. Sur le plan symbolique et sur le plan verbal, on peut dire oui, pour le moment, il manifeste une volonté plus ou moins claire de ramener la Centrafrique vers la paix. Mais est-ce qu'il s'agit d'une réalité sincère? Est-ce qu'il s'agit d'une volonté qui est vraiment fondée sur l'intérêt de la Centrafrique, ou alors ce sont des acteurs instrumentalisés qui reviennent pour tenter une autre aventure? D'accord, merci. Nous allons terminer cette émission sur cette dernière interrogation. Monsieur N'Djamène, qu'il s'agisse du Mali ou de la Centrafrique, comment pourrait-on, selon vous, revenir au calme? Ben, pour qu'on puisse revenir au calme, il faut déjà qu'il y ait une volonté de revenir au calme. C'est peut-être une palissade, mais qui vaut le coup d'être rappelée. Tout simplement, je voudrais exprimer ici, mettre l'accent plutôt sur la volonté politique. La politique est aussi faite d'un certain volontarisme. Parce que quand on est dirigeant, ou qu'on prétend être un dirigeant d'un pays, il faut de l'engagement. De l'engagement pour servir et non se servir. Il n'est pas loin le fait d'imaginer que ce projet de loi qui a été remis maintenant entre les mains de M. Touadéra pour la paix et la création de la commission Vérité, Réconciliation et Justice arrive également dans un contexte de campagne en vue de présidentielle. Donc ce n'est pas tout à fait innocent. Nous, en tant qu'hommes politiques, et moi je sais que dans le monde politique, rien n'est fait sans intérêt ou sans non-dit. En vérité, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, le non-dit, c'est que peut-être Touadéra veut s'attirer aussi les grâces de certains électeurs, comme étant l'initiateur d'une campagne de réconciliation. Il va donc récolter, n'est-ce pas, des retombées positives, une initiative légitime et tout à fait honorable qu'il aurait lancée. Mais il ne faut pas souvent danser avec les loups, parce qu'ils finissent par vous manger. M. Djotodia et M. Bozizé sont des leaders politiques centrafricains qui restent proches des groupes armés. Avez-vous l'assurance que ces gens-là sont totalement déconnectés de ces groupes-là, qui veulent vraiment la paix? À force, quand on dîne avec le diable, je ne dis pas que c'est le diable, mais en tout cas, je crois que vous comprenez ce que je veux dire, il faut avoir une longue fourchette. Parce qu'on ne sait jamais les soubresauts qui peuvent éventuellement être déclenchés. Donc, il faut faire très attention. M. Touadéra, peut-être par calcul politicien, risque encore
de renforcer les, comment dirais, les explosions sociales qui existent déjà en Centrafrique, qu'il n'a pas inventé d'ailleurs, qu'il a trouvé, et risque de les aggraver, alors qu'il devrait davantage innover en tant qu'homme politique neuf qui recherche véritablement une réconciliation sincère et définitive pour son peuple. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a eu un sommet, le sommet de Khartoum, qui avait été établi, mais qui peine à être appliqué. Le fait qu'on ait destitué M. Comment dire, El-Bachir, l'ancien président soudanais, aujourd'hui ne peut pas justifier le fait que l'accord ait été piétiné. Quand on tient, on s'engage à mettre en place un accord, c'est quand même pour qu'on fasse un effort pour les appliquer. Le seul motif que le président soudanais, l'ancien président soudanais, soit déchu, soit destitué, n'explique pas, effectivement, cette mise sous le boisseau des accords de Khartoum. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est qu'il faut que les Africains eux-mêmes, les Centrafricains eux-mêmes, exigent l'arrêt des guerres fratricides. Il faut que la population affiche aussi ce besoin, effectivement, de se réconcilier et de retrouver la paix. Sinon, on va voguer de sommet en sommet, on va voguer de commission de réconciliation en commission de réconciliation, sans avoir jamais trouvé de solution. Je rappelle simplement que une commission de réconciliation exige que les responsables puissent venir devant le peuple exprimer leurs exactions. Ce n'est pas une cour de jugement, ce n'est pas un tribunal. Pour qu'il y ait pardon, il faut que les gens disent ce qu'ils ont fait de mal aux autres. Et il faut justement que cette expression tombe dans les oreilles des victimes qui éventuellement peuvent accorder leur pardon à ces bourreaux. Sans cette condition-là, on ne peut pas, de manière sincère, envisager une réconciliation. Donc, il est important de dire qu'aujourd'hui, il y va aussi de l'implication du peuple centrafricain. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, si vous laissez cette initiative aux seuls prétendants, parce que M. Bozizé n'est pas rentré pour les beaux yeux de M. Touadéra, pas plus que Touadéra d'ailleurs. Donc, c'est les hommes politiques qui sont extrêmement bien intentionnés, bon, ça n'étonne personne puisqu'ils ont des calculs politiques. Et donc, en vérité, si ils ont en point commun l'intérêt du peuple centrafricain, ils doivent effectivement convier, n'est-ce pas, le peuple à s'impliquer dans cette affaire pour mettre fin à ces groupes armés qui finissent par pourrir, n'est-ce pas, la vie en Centrafrique. Parce que pendant ce temps-là, ben, la France continue de piller librement, les États-Unis aussi, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc finalement, malgré leurs énormes ressources naturelles, elle ne peut pas décoller. Elle ne peut pas permettre à ces populations de, comment dirais, d'améliorer leurs conditions de vie. Quelle est la finalité de la politique? C'est d'améliorer la vie des gens. Si la vie des gens, malgré les richesses énormes dans le sol, dans le sous-sol, ne peuvent pas voir leur vie améliorée, parce qu'il y a des guerres fratricides, effectivement, à ce moment-là, on ne peut pas considérer que la politique est de l'utilité. Donc, elle n'a que des intérêts malheureux, parce qu'en vérité, c'est d'abord une vision et un engagement. Donc, M. Touadéra, s'il est sincère, doit effectivement convier toutes les populations de Centrafrique et ses anciens prédécesseurs à se mettre autour d'une table et que M. Bozizé dise tout le mal qu'il a fait, demande pardon au peuple centrafricain. Et comme s'il y a une espèce de catharsis qui va faire en sorte que le peuple puisse, n'est-ce pas, évacuer toutes ces frustrations-là et ouvrir la voie à une véritable réconciliation nationale. D'accord. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission. Restez connectés sur Frika TV.